merci beaucoup d'abord de m'avoir proposé de venir présenter aujourd'hui une partie de mes travaux. Je m'intéresserai aujourd'hui aux enjeux des quotas pour les femmes en Inde depuis l'indépendance de ce pays, donc depuis 1947, en faisant partir ma présentation du postulat que l'analyse des politiques de quotas pour les femmes, et notamment de la genèse de ces politiques, nous offre un point d'entrée privilégié pour comprendre les systèmes représentatifs. Et en particulier, en tout cas ça va être la question sur laquelle je vais me concentrer aujourd'hui, sur l'articulation entre la notion de différence et celle d'égalité au sein du système représentatif. À cet égard, j'aimerais qu'on arrive à montrer aujourd'hui, ensemble, que la question des quotas pour les femmes en Inde illustre un dilemme relativement classique dans les systèmes représentatifs fondés sur les principes démocratiques libéraux, à savoir le dilemme de la tension entre l'idéal du citoyen universel, indifférencié et égal aux autres citoyens, et l'existence de différences de sexe, de classe, de religion, etc. entre ces citoyens, différences qui peuvent être génératrices d'inégalités. Dans cette perspective, la question de qu'est-ce qu'être représentatif et de la représentativité telle qu'elle s'incarne au Parlement est complexe. Le Parlement est censé représenter le peuple, la nation, et donc permettre par ce biais l'expression de l'intérêt général. Mais dans le même temps, il apparaît qu'il est très souvent dominé par des groupes sociaux spécifiques, et en particulier ici les hommes. Mais si on cherche à critiquer ce défaut de représentativité sociale de l'institution parlementaire, comment le faire sans postuler dans le même mouvement de l'importance politique de certaines caractéristiques comme le sexe? Et donc les quotas dans le système politique indien se présentent comme un instrument permettant de résoudre cette tension. Alors pour vous situer un petit peu le contexte général, en Inde, les quotas qui existent pour un certain nombre de groupes sociaux, je vais y revenir, prennent la forme de sièges réservés, c'est-à-dire que pour certaines circonscriptions territoriales, seuls les candidats appartenant à certains groupes préalablement déterminés peuvent se présenter. Alors, tout niveau de gouvernance confondu, donc du local au Parlement, les quotas existent en Inde pour ce qu'on appelle les castes et les tribus répertoriées. Donc, les castes répertoriées, ce serait ce qu'on pourrait appeler en France, mais de façon peu politiquement correcte en Inde, les intouchables, de façon préférée aujourd'hui les Dalits. Et les tribus répertoriées, ce serait, j'utilise le conditionnel parce que c'est des catégories construites très complexes, mais il y aura une séance consacrée à cette question, donc je ne vais pas m'étendre. C'est donc les populations indigènes ou les peuples autochtones de l'Inde. Donc ça, c'est des réservations qui existent à tous les niveaux de gouvernance, donc à la fois au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale, dans les législatures des provinces, puisque c'est une fédération, enfin des États de la fédération, et dans les gouvernements locaux, qui sont un système un petit peu complexe. Et au niveau local, il y a également des sièges réservés pour ce qu'on appelle les Other Backward Classes, les autres classes arriérées, mais qui constituent en réalité des groupes définis prioritairement à travers la caste. Donc ce ne sont plus les castes dites intouchables, mais plutôt ce qu'on appellerait les basses castes, et dans certains cas les musulmans, et les femmes. Donc. Alors les quotas pour les femmes ont été adoptés en Inde au niveau local au début des années 90, enfin adoptés au début des années 90 et mis en place à partir du milieu des années 90. Et leur extension au niveau des États de l'Union et de l'Assemblée nationale est en discussion depuis 1996. Discussion ininterrompue au Parlement depuis cette date, enfin, avec des temps forts bien sûr, mais donc des débats très très longs. Cette discussion au Parlement n'a toujours pas abouti aujourd'hui. Toutefois, l'opposition à la loi est assez paradoxale. En principe, la majorité des partis, enfin la majorité qualifiée est favorable à la loi et aucun parti ne s'oppose au principe des quotas pour les femmes, y compris les opposants à la loi. Même si dans la réalité, les entretiens que j'avais pu mener avec des hommes politiques montrent qu'il y a une réticence assez forte à cette loi, puisqu'ils perdraient naturellement à un moment ou l'autre leur siège. Mais cette opposition, elle est inexprimable dans le débat public indien. Et on peut considérer qu'il y a une structure d'opportunité discursive très favorable aux quotas pour les femmes. Et alors se posent différentes questions, et je les reprends ici telles quelles, je vais les retravailler un petit peu, parce que c'est les questions qui m'avaient été posées dans le cadre de ma soutenance il y a un mois, ici même. Comment se fait-il que le référentiel de l'égalité se soit imposé aussi facilement en Inde, alors qu'on a l'impression que la société indienne n'est pas fondamentalement propice aux femmes, ou à l'égalité homme-femme en tout cas. Et par ailleurs, pourquoi est-ce qu'en dépit de ce référentiel égalitaire qui semble faire consensus, cette loi ne parvient pas à être votée alors qu'elle est débattue depuis 1996 ?
Alors la première de ces questions, elle demande sans doute à être légèrement affinée et retravaillée, parce qu'en fait, on peut considérer que le référentiel de l'égalité politique entre les hommes et les femmes, il s'est imposé dès les années 30-40 en Inde. Et le fait que les femmes doivent être des citoyennes égales aux hommes ne fait pas débat au sein de l'Assemblée constituante indienne. Donc, la question, c'est plutôt pourquoi est-ce que cette égalité politique, elle s'exprime aujourd'hui en termes de... Enfin, que l'idée que les femmes sont égales s'exprime aujourd'hui parallèlement à l'idée que les femmes doivent être représentées, et représentées par ailleurs de façon substantielle, à hauteur de 33%. Donc, ce n'est pas vraiment la question de comment est-ce que ce référentiel égalitaire s'est imposé, mais pourquoi est-ce que l'égalité en est venue à intégrer l'idée de la représentation politique. Par ailleurs, donc en fait, pour comprendre cette question, il faut aussi voir que dans les années 30 et jusqu'aux années 70, le mouvement des femmes ou le mouvement féministe indien, qui est une catégorie très large que j'essaierai d'affiner un petit peu par la suite, s'est positionné contre les quotas. Donc pourquoi est-ce que la définition de l'égalité défendue par les féministes indiennes s'est progressivement transformée pour s'ajuster dans un système représentatif qui, comme on a pu voir, était plutôt favorable aux quotas. Donc, en fait, une des questions centrales de cette présentation va être finalement comment cet ajustement s'est fait et pourquoi est-ce que cet ajustement est finalement inabouti. Et dans quel contexte la différence de genre va être définie comme une forme d'altérité naturelle ou comme un désavantage socio-économique, et qu'est-ce que ça nous apprend finalement sur le rapport à la différence, on pourrait dire dans un contexte français à la diversité, mais je n'aime pas trop ce terme en Inde, du système représentatif. Alors pour ce faire, je vais revenir dans un premier temps plutôt sur les débats de l'Assemblée constituante, dans le contexte dans le cadre duquel les femmes, les représentantes de sexe féminin ont rejeté le principe des quotas. Et je montrerai que ce choix s'inscrit dans une dynamique plus globale où l'altérité au sein du corps citoyen ne peut être comprise qu'en termes socio-économiques, ou en tout cas peut être reconnue qu'en termes socio-économiques. Puis je reviendrai sur l'élaboration d'une rhétorique pro-quota dans les années 70 à 90, avant de revenir dans la dernière partie sur les raisons de l'échec du vote de la loi. Alors, comme je vous le disais, l'Inde est devenue indépendante en 1947, et l'Assemblée constituante, en fait, avait été élue avant même l'indépendance, et bien sûr, comme vous le savez, avant la partition du sous-continent indien en 1947 également. Donc c'est un contexte très spécifique qui va rendre les débats relatifs à la citoyenneté et la représentation politique particulièrement tendus, pour différentes raisons, mais principalement parce que la question de la représentation politique et notamment de ce qu'on appelait à l'époque les électorats séparés, donc le fait que chaque communauté ou différents groupes votent séparément et soient représentés séparément, a été un des débats clés entre, de façon très schématique, le parti du Congrès qui voulait une Inde unie et séculariste, et la Ligue musulmane qui voulait soit une fédération très large avec beaucoup d'autonomie pour les États à majorité musulmane, soit, ce qui a finalement été fait, l'indépendance du Pakistan. Donc, à cet égard, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est le contexte postcolonial qui rend la question de la citoyenneté particulièrement cruciale également, parce qu'un des enjeux de l'Assemblée constituante, c'est d'arriver à affirmer l'existence d'une nation indienne, unie, égalitaire par rapport au racisme institutionnel britannique, et tout en réinterprétant des institutions politiques qui sont un héritage, ou qui sont perçues en tout cas à cette époque, comme un héritage de l'Europe et du libéralisme, ou des Lumières de façon plus générale. Alors, dans ce contexte, le système représentatif qui apparaît est hybride, puisqu'il reconnaît l'égalité entre tous les citoyens et fait de l'individu indifférencié, une définition presque républicaine du citoyen, la base du système représentatif. Tous ont un égal droit de vote dans le choix des représentants, il n'y a plus d'électorat séparé, mais la représentation de certains est garantie par le biais de quotas, proportionnels au poids dans la population. Les femmes vont toutefois refuser de tels quotas, et en analysant les arguments mis en avant par ces dernières, on peut, selon moi, mettre en avant deux questions majeures qui vont se poser, à savoir celle de l'égalité et de l'unité. Alors, je voulais partir, et c'était là que le PowerPoint aurait été utile, mais je vais vous la lire de façon très sélective, d'un discours prononcé par une élue qui était à la fois une élue de l'Assemblée constituante et une féministe, Rénou Carré. Et elle dit à l'Assemblée constituante, je le traduis, « Depuis le lancement du mouvement des femmes dans ce pays, les femmes ont été fondamentalement opposées aux privilèges spéciaux et aux quotas, mais en dépit de nos protestations, les sièges réservés ont été intégrés à la loi de 1935.
Je passe quelques phrases. Aucun siège réservé n'a été nécessaire pour inciter les hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir à sélectionner une femme ambassadrice. Elle parle de Vijaya Lakshmi Pandit, n'a pas été choisie parce qu'elle est une femme et son sexe n'a pas été un obstacle à sa nomination. Cela a renforcé notre position. J'ai toute confiance en ce qu'à l'avenir, ce ne seront pas seulement les femmes exceptionnelles qui seront appelées au poste à responsabilité, mais on pensera également à toutes les femmes on pensera aux femmes qui sont également capables, aussi capables que les hommes, sans tenir compte du sexe. Je crois qu'un facteur psychologique entre en jeu quand il y a des sièges réservés aux femmes. Quand il y a des sièges réservés aux femmes, on ne pense généralement pas à elles pour les sièges généraux, quelles que soient leurs compétences. Donc là, très ouvertement, le référentiel sur lequel s'appuie Renou Carré pour rejeter le principe des sièges réservés aux femmes est celui d'une représentation formelle de l'égalité. Toute forme de quota serait un privilège contraire au principe d'égalité et par ailleurs serait humiliant pour les femmes. Cette définition de l'égalité, elle est vraiment centrale dans la Constitution indienne, puisqu'aucune différence ne peut être faite entre les individus, notamment sur la base de la religion, mais aussi du sexe, de la caste, etc. L'individu, lorsqu'il devient citoyen, il est dépouillé d'un certain nombre de caractéristiques et il est désencombré, si on prend un terme typique de l'idéologie libérale. Et par ailleurs, et ça me paraît intéressant de le souligner, c'est un point qui a été soulevé par Dipesh Chakravarty dans son ouvrage « Provincialiser l'Europe », le citoyen indien, il est déshistoricisé dans le sens où, selon Dipesh Chakravarty, l'idée de citoyenneté est arrivée en Inde sous une forme historicisée dans le sens où les Britanniques ont colonisé l'Inde en mettant en avant les valeurs des Lumières qui fonderaient la supériorité européenne, tout en disant que l'égalité qui est à la base de l'idée de citoyenneté ne peut être obtenue qu'au terme d'un processus historique sur lequel l'Inde est bien sûr très en retard, enfin bien sûr dans le discours britannique, et qu'elle ne sera obtenue que plus tard, après un certain nombre d'années de colonisation britannique. La constituante se pose ouvertement cette question, mais très rapidement conclut que l'on ne peut avoir cette démarche historique sur la citoyenneté et que tous doivent être égaux, tous doivent pouvoir voter, quel que soit le niveau d'alphabétisation, etc. Et l'Inde va inventer un certain nombre de moyens qui permettront aux personnes qui ne savent pas lire, par exemple, de voter sans problème. Donc, à ce titre, l'égalité politique des femmes ne fait pas débat dans l'Assemblée constituante, contrairement à leur égalité, par exemple, au sein de la famille. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Toutefois, on peut noter que l'article 15, qui institue l'interdiction de la discrimination sur la base du sexe ainsi qu'un certain nombre de caractéristiques, propose immédiatement que l'État aura la possibilité de faire des mesures spécifiques pour les femmes et les enfants, et ce sera rajouté dès le premier amendement à la Constitution, les autres classes arriérées de citoyens. Et donc là, il y a très vite une vision complexe de l'égalité qui est reconnue. Comme l'explique Jawaharlal Nehru en 1951, donc il est alors le Premier ministre de l'Inde, nous ne pouvons pas avoir l'égalité car en essayant de l'atteindre, nous allons à l'encontre de certains de ces principes. Donc l'égalité est à la fois postulée comme un idéal, un concept éthique, mais aussi une réalité qu'il faut atteindre de façon plus concrète. Et elle est à ce niveau-là réhistoricisée dans le sens où il faut mettre en place des mesures transitoires qui vont permettre à un certain nombre de citoyens arriérés, mais le terme n'est pas censé être péjoratif dans le contexte indien, d'atteindre un statut égal aux autres. Et c'est dans cette perspective que l'introduction de quotas pour certains groupes est proposée. Alors, ce sont des groupes qui, comme les castes et les tribus répartirviers, peuvent à la fois justifier d'un passé d'oppression et d'un présent d'inégalité, et d'un lien entre, bien sûr, ces deux conditions. Donc, à cet égard, les femmes auraient pu chercher à rentrer dans ce modèle, mais ne l'ont pas